Bonjour, bienvenue. On va attendre encore 1 ou 2 minutes pour les petits retardataires et on lance la réunion. Ah, pas mal de monde qui arrive. Une petite minute. Et ça arrive. Bien. Euh, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Sinon, n'hésitez pas à utiliser le chat pour des questions techniques. Pour ce qui est de vos questions-réponses, vous avez les petites bulles de questions-réponses. Alors, bienvenue au premier webinaire de l'école des CSE. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'école des CSE, c'est un organisme de formation. Bien sûr, on fait aussi du conseil, de l'accompagnement et de l'expertise. Et c'est entièrement dédié au CSE depuis plus de 20 ans. Donc moi, je suis Anne-Catherine, je suis la fondatrice de l'école des CSE. Et c'est moi qui suis votre principale interlocutrice pour tous les sujets qui intéressent votre CSE et toutes les questions que vous avez. Donc, on a choisi pour vous aujourd'hui un thème qui est très important pour les salariés, qui est celui du calcul de la participation. Il y a eu des changements dans certaines règles comptables pour 2025, donc applicables tout de suite, et donc pour la participation versée en 2026. Et ça peut avoir un impact significatif. Ces impacts peuvent passer totalement inaperçus. C'est pour ça que c'est important que vous en ayez conscience. Donc, c'est notre expert comptable, Serge Benoît-Lucie, que vous voyez à l'écran, que certains d'entre vous connaissent déjà, parce qu'ils ont eu éventuellement, ils ont demandé à Serge de les aider dans certaines consultations. Donc, par exemple, la consultation économique et financière, ou bien Serge a réalisé leur expertise sociale ou l'expertise stratégique, ou même des PSE. Donc, c'est Serge qui va vous exposer les tenants et les aboutissants de ce sujet d'actualité sur la participation. Nous sommes assistés par Laura, qui est modératrice, et Assa, qui nous assiste en tant que spectatrice avec son œil critique pour ce séminaire. Assa Laura, toujours fidèle au poste. Merci à toutes les deux. Alors, vous pouvez vous poser toutes nos questions. Si vous avez des questions, il faut utiliser le module questions-réponses, c'est les 2 petites bulles. Et si vous n'arrivez pas à poser dans les questions-réponses, parce que ce n'est pas forcément disponible pour tout le monde, eh bien, vous pouvez les poser dans le chat. On va essayer de répondre au fur et à mesure, et sinon, pour les questions auxquelles on n'aura pas répondu au fur et à mesure, eh bien, il y aura un temps de questions-réponses après, à la fin du webinaire. Donc, avant de laisser la parole à Serge, j'aurais aimé savoir, parmi ceux qui sont donc qui nous ont rejoints au séminaire, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, quelle est votre fonction au sein du CSE? Donc, vous avez un petit polls qui a été affiché. Je pense que tout le monde le voit. Ça nous permet d'avoir un aperçu des personnes, du profil des personnes qui nous suivent aujourd'hui.
Est-ce que vous avez tout le monde le questionnaire? Très bien. Très bien, très bien. Donc, on a des réponses qui arrivent. Ça y est, je vois le vote également. Je vous laisse voter. Alors, on a effectivement, bien sûr, principalement des élus secrétaires ou trésoriers ou autres élus de CSE. Nous avons également des délégués syndicaux et d'autres fonctions. Peut-être des RH qui sont curieux et qui mettront déjà à exécution nos instructions avant de faire le rapport. Ok, très bien. Donc, on va fermer le sondage pour pouvoir continuer. Merci beaucoup de vos réponses. Voyons maintenant ce qu'on a préparé pour vous. Donc, on va vous poser une question avant, hein, avant de laisser la parole à Serge, on va vous poser une question, une autre question qui est importante, qui est de savoir combien d'entre vous ont transmis le rapport annuel sur la participation. Combien d'entre vous ont reçu, pardon, le rapport annuel sur la participation au titre de 2025? Est-ce que votre employeur vous a remis votre rapport annuel? Alors, oui, on en a pas mal. Quelques-uns quand même qui l'ont reçu. Alors, pas tant que ça, hein. On a beaucoup, beaucoup de noms. Peut-être que vous ne savez peut-être même pas ce que c'est. En réalité, c'est tout à fait possible. C'est vrai que dans nos formations et dans nos clients, on en a beaucoup qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Alors, bien sûr, je vais Serge maintenant, qui va vous expliquer les tenants et les aboutissants et qui va faire le point avec vous. Voilà, pardon d'avoir été un peu bavarde. Et je passe la parole à Serge. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Serge Benoît-Lucie, donc, comme ça a été dit avant, je suis expert comptable et j'interviens dans les missions d'assistance au CSE dans les 3 consultations annuelles stratégiques financières sociales, également dans des consultations ponctuelles PSE, alerte et justement participation. Alors pourquoi on se voit aujourd'hui? Parce que il y a un nouveau règlement comptable qui est applicable obligatoirement en 2025. Il pouvait l'être par anticipation, mais la dernière année, c'est 2025, donc ça rentre dans le calcul de la participation 25. C'est ce qu'on appelle le règlement ANC, ANC voulant dire Autorité des normes comptables 2022-06, c'est la numérotation. Et donc, l'objet de ce webinaire, c'est de vous sensibiliser sur les impacts de cette modification réglementaire sur le calcul de la participation 2025, puisque la plupart d'entre vous, vous clôturez, les employeurs clôturent au 31 décembre, et donc effectuent le calcul de la participation sur la base des données 2025. Comme vous voyez, on a choisi de décomposer ce webinaire en 4 volets. Il nous semblait important de faire d'abord un rappel assez sommaire, mais quand même sur le calcul de la participation légale, hein, ce qui est prévu par le Code du travail, de faire une présentation rapide de quelles sont les principales composantes de cette nouvelle réglementation comptable qu'on appelle aussi la modernisation des états financiers. En 3e chapitre, nous donnons quelques exemples pour illustrer les propos parce que c'est assez compliqué et donc c'est important que vous perceviez que c'est assez technique et donc les exemples sont bienvenus. Et puis en 4e partie qu'on a intitulé les outils du CSE, en fait il y a 2 volets. Un, la question de l'information du CSE, on vient parler
parler du rapport sur la participation que vous doit l'employeur, on va en reparler après, mais aussi les autres sources d'informations. Et puis, le deuxième volet, c'est mais que faire finalement si les élus constatent que la participation 2025 est impactée négativement par cette nouvelle réglementation comptable. À travers la participation 2025, on parle évidemment du pouvoir d'achat des salariés en 2026, puisque par hypothèse, la participation est versée ou bloquée, investie en 2026. Je commence donc par le premier point qui est un rappel sur le calcul de la participation et sur la formule de calcul et sur les obligations de l'employeur concernant ce fameux rapport, qui effectivement, l'expérience acquise sur les dossiers montre que ce n'est pas toujours quelque chose que les élus ont à disposition. Or, pourtant, c'est prévu par le Code du travail, comme on verra après. Alors, première chose, le rappel de la formule, juste pour se rappeler que c'est déjà une formule compliquée avant tout changement, qui repose sur plusieurs critères. Le bénéfice net fiscal, B dans la formule, la question des capitaux propres, moins 5%, on rémunère les capitaux propres, et puis fois salaire sur VA, salaire étant la masse soumise à cotisation valeur ajoutée pour la VA. Donc une formule qui est un peu compliquée. Si on détaille les termes, le bénéfice net fiscal, c'est évidemment, attention, ce n'est pas le bénéfice net comptable. On se rappelle que le résultat fiscal est largement bâti sur le résultat comptable, mais le Code général des impôts prévoit des retraitements. Donc le bénéfice fiscal moins l'impôt société, bénéfice réalisé en France au taux d'impôt en vigueur, et ce qui pose la question lorsqu'on ne paie pas d'impôt parce qu'on est dans une zone franche. Bref, un bénéfice net fiscal qui doit également être réévalué lorsqu'il y a un redressement fiscal. Vous savez que l'administration contrôle les entreprises, peut faire des redressements sur le résultat fiscal, et à ce moment-là, il faut recalculer la participation des salariés en cas de rehaussement du résultat fiscal. Sur le deuxième terme des capitaux propres, ce n'est pas exactement les capitaux propres comptables. Là aussi, il y a des questions de terminologie qu'il faut maîtriser. C'est des questions de ce qu'on appelle la situation nette, c'est avant affectation du résultat. Bon, on a mis quelques retraitements, je passe rapidement dessus, mais il y a des éléments de capitaux propres qui sont exclus, il y a des éléments qui sont ajoutés, qui sont assez complexes à déterminer, notamment les provisions, ce qu'on appelle ayant supporté l'impôt. Bon, vous avez peut-être les éléments de calcul à l'esprit, ceci pour rappeler quand même la complexité initiale de cette formule. Les salaires, c'est un peu plus simple. On prend les salaires soumis à cotisation sociale, mais attention, il y a des salariés absents pour lesquels on n'a pas maintenu le salaire. Ce n'est pas les maternités, maladies, accidents du travail. Il y a un maintien de salaire qui peut être limité dans le temps, ça dépend des conventions, etc. Il faut savoir rétablir le salaire dans le calcul de la participation. Lorsque les congés payés sont versés à des caisses congés payés, BTP, spectacles, etc., il faut prendre des indemnités. Et puis, il y a la question des rémunérations des expatriés, des dirigeants d'entreprises qui n'ont pas de contrat de travail, qui sont à exclure. Donc, vous voyez une nouvelle fois des retraitements déjà assez, je dirais, sophistiqués. La valeur ajoutée, qui est un peu le point fondamental, on vous a mis un petit tableau à gauche qui récapitule ce qu'on appelle dans la terminologie les soldes intermédiaires de gestion. Hein, ça part du chiffre d'affaires, ça arrive au résultat net. Et puis surtout, on vous a mis à droite le calcul, vous voyez le petit tableau au calcul de la VA pour la participation, parce que le Code du travail, il y a deux sources, si vous voulez, d'information. Il y a le plan comptable général, et puis il y a le Code du travail qui dit quelque chose. L'article du décret 3324.2 nous dit comment est calculée la valeur ajoutée, celle qui est retenue dans le calcul de la participation. Et donc, vous voyez qu'on part du résultat courant, on rajoute des éléments de charge, qui sont des charges de personnel, c'est-à-dire salaire et cotisation, impôts et taxes, charges financières, dotation, amortissement, on arrive à une valeur ajoutée. On a mis en violet, pour les plus comptables d'entre vous, les classes comptables. Vous vous rappelez que tout ce qui est produit, c'est classe 7, tout ce qui est charge, c'est classe 6, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans l'aspect technique. Ce qui est important de noter, c'est ce qu'on vous a mis en bas, c'est-à-dire que vous voyez qu'on part du résultat courant, on remonte à la valeur ajoutée.
on ajoute des charges financières qui avaient été précédemment déduites, mais on ne parle pas des produits financiers. L'article du Code du travail ne parle pas des produits financiers. Donc, ils ne sont pas pris en compte puisque le Code du travail ne prévoit pas. Et de même que cette notion d'amortissement qui conduit à des dotations et de provisions, à des dotations des reprises, on ne parle pas des reprises. Je ne vais pas aller plus loin dans l'aspect technique qui est peut-être un peu compliqué et peut-être parfois rébarbatif, juste pour attirer l'attention sur le fait que il y a un code du travail, il y a un article du code du travail qui dit comment est calculée la valeur ajoutée. Et que donc, évidemment, le code du travail n'a pas bougé. La réglementation comptable nouvelle en 2025 n'a pas eu d'influence, il n'y a pas eu d'avenant à l'article D3324.2 du code du travail. Il est resté comme ça. Et donc, on a à la fois une modification comptable et quelque chose d'intangible qui vient du code du travail. Voilà ce qu'il faut avoir un petit peu à l'esprit sur le mécanisme général de ce qu'on appelle la participation légale, c'est-à-dire prévue par le code, la formule de calcul prévue par le code du travail. Deuxième temps de ce webinaire, on va dire un mot donc sur ce fameux règlement ANC 2206, qu'on appelle modernisation des états financiers, qui est forcément appliqué en 2025, et les principales caractéristiques de ce règlement. Le premier point, c'est d'abord une définition très restrictive du résultat exceptionnel, je vais développer après. La suppression des transferts de charges, je vais vous expliquer rapidement de quoi il retourne, et puis des nouvelles obligations d'information dans les états financiers. C'est très important d'avoir la bonne information. Alors, je crois qu'à ce stade, il y a une question qui vous est posée sur ce que ça vous parle un peu, ce texte qu'on appelle la modernisation des états financiers, qui techniquement s'appelle l'ANC 2022-06. Non, alors non, apparemment, c'est quelque chose, on va en dire quelques mots, c'est quelque chose qui est nouveau et qui n'est pas forcément connu. Alors, le premier point, je vous disais, il y a cette notion de résultat exceptionnel. Vous savez que toutes les entreprises doivent dire, écoutez, moi, j'ai une partie de mon résultat, je considère d'exploitation courant, et puis une partie exceptionnelle. Et il y avait un peu un grand débat sur la frontière entre les deux. Or, nous avons vu précédemment que dans la formule de calcul de la participation, on ne parlait pas du résultat exceptionnel. Les entreprises pouvaient avoir tendance à mettre des choses dans le résultat exceptionnel. Donc, la réglementation comptable a souhaité un peu éclairer la définition, le périmètre du résultat exceptionnel. Et donc, maintenant, on distingue l'activité normale et courante de l'entreprise et puis, dans le cas inverse, des éléments exceptionnels. L'article de loi nous dit c'est directement lié, le résultat exceptionnel, à un événement majeur et inhabituel. Donc, majeur et inhabituel, je dirais que c'est du costaud. C'est pas je vends une voiture, c'est quelque chose de majeur et d'inhabituel. Là, c'est plus possible. C'était le cas avant, ce n'est plus possible. On a mis l'exemple d'une cyberattaque, d'une catastrophe naturelle. Vous voyez, quelque chose vraiment d'ampleur, plutôt d'exogène d'ailleurs à l'entreprise. C'est ça qui caractérise le résultat exceptionnel, qui continue aussi à enregistrer des écritures comptables de nature fiscale. Ça n'a pas changé. Et donc, ce qu'on vous dit à la fin de ce slide, c'est qu'auparavant, il y avait des nombreux éléments, des opérations comptables qui étaient enregistrées en exceptionnel, que ça soit en produit, en charge, c'est très variable selon les cas, qui maintenant ne sont plus dans le résultat exceptionnel et viennent donc impacter le résultat courant. Je remonte 2 secondes en arrière. Rappelez-vous que le résultat courant, c'est la base pour le calcul de la valeur ajoutée retenue pour la participation. Donc, évidemment, selon ce qu'on met dans le résultat courant, en fait, ça va impacter la valeur ajoutée de la participation. Donc ça, c'est le premier point. C'est une définition restrictive du résultat exceptionnel qui contribue à mettre plus
d'éléments dans le résultat courant. On vous a mis ici un petit tableau qui est également un petit peu technique, qui récapitule rapidement ce qui était avant en résultat exceptionnel et ce qui maintenant est en résultat courant. Et donc, dans la valeur ajoutée de la participation, bon, alors, cession d'immobilisation corporelle et incorporelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vends une voiture, de l'informatique, une usine, un immeuble. C'est ça, les immobilisations corporelles. Les incorporelles, c'est tout ce qui est marque et brevet. Lorsqu'on cédait avant, c'était considéré une simple voiture. C'était considéré, vous vendiez le camion d'entreprise, c'était considéré comme de l'exceptionnel. Ce qui était effectivement un peu bizarre. Maintenant, c'est du courant. Ensuite, il y avait une série d'opérations, des libéralités, des créances qu'on pensait ne plus pouvoir encaisser, qui reviennent. Bon, bref, tout ça maintenant passe en résultat courant. Tout ce qui est subventions, le troisième pavé, les subventions d'investissement qui étaient en résultat exceptionnel ne le sont plus. C'est des produits qui viennent majorer le résultat courant et donc la valeur ajoutée. Tout ce qui est rappel d'impôts, pénalités, etc., n'est plus un élément de résultat exceptionnel. On considère que c'est la vie courante de l'entreprise d'avoir des rappels fiscaux. Et puis, tout ce qui était cession de filiales, de participation, etc., ce qu'on appelle les TIAP notamment, bon bref, tout ce qui est actif financier, eh ben, c'est pareil, ce n'est plus du résultat exceptionnel. Donc la conclusion de ce slide, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de choses auparavant considérées comme résultats exceptionnels qui ne sont plus du résultat exceptionnel. Voilà, c'est du résultat courant. Et Serge, donc, si je me permets d'intervenir, je vous rappelle que la valeur ajoutée est dans la formule, mais on verra un petit peu plus tout à l'heure, dans la formule est un dénominateur, puisqu'on multiplie le bénéfice, etc., par les salaires divisés par la valeur ajoutée. Donc, tout ce qui a un impact positif sur la valeur ajoutée a donc un impact négatif sur la réserve de participation. Donc, c'est important de comprendre que ce reclassement de l'exceptionnel, etc., fait que du coup, on a le résultat qui s'appelle le résultat courant, qui est la base de calcul de la valeur ajoutée, qui va augmenter, et donc qui va nous augmenter cette valeur ajoutée, qui va normalement avoir un impact négatif sur la participation. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est bien important de comprendre ce qui s'est passé dans les comptes 2025 et de voir les impacts éventuels, hein, et, ça dépendra des entreprises, sur ce calcul de ce fameux résultat courant duquel on sort la valeur ajoutée de la participation. Troisième point clé de cette modification comptable, c'est ce qu'on appelle les transferts de charges. Alors, sans entrer dans un détail technique, le transfert de charges, qui était un compte de produit, bon, il a été supprimé et donc, comme le mot l'indique, il transférait des charges. Et donc maintenant, on diminue directement le compte de charges ou on passe par un compte de produits différent qui rentre dans le chiffre d'affaires. Et on va voir derrière dans les exemples que ça aussi, ça peut impacter le calcul de la participation. Voilà, là, on vous a mis un peu pareil pour illustrer les propos, une série d'opérations. Une maison mère qui refacture des coûts d'actionnariat salarié ne peut plus utiliser le transfert de charge à la filiale, elle vient directement diminuer la charge, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a quand même ce qu'il faut bien comprendre à travers ce slide, comme d'ailleurs dans les slides précédents, c'est que ce n'est pas une petite modification, cette réglementation comptable ANC 2022-06, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opérations comptables qui sont impactées. Voilà sur les principales composantes de cette modification de réglementation. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout ça doit être décrit dans les états financiers. Alors, rappelez-vous ce que l'employeur doit vous remettre, notamment dans la consultation économique et financière, ce n'est pas l'alias fiscal, c'est les comptes annuels. Et les comptes annuels, c'est du droit comptable, en l'occurrence, et donc c'est le bilan de compte de résultat et surtout, en tout cas, surtout en complément, l'annexe au compte. Et dans l'annexe au compte, il est clairement indiqué que on doit avoir les impacts de ce changement de réglementation comptable. L'annexe, elle éclaire les comptes, elle décrit les méthodes d'évaluation. Et donc là, on vous a mis
on vous a mis des formulations assez standards, hein, qu'on trouve assez fréquemment, mais qui, pour vous donner un exemple de ce que vous devez trouver dans les comptes que l'employeur vous a présenté ou va vous présenter d'ici fin juin. Donc avec les indices, les incidences du changement de méthode comptable et éventuellement le retraitement d'N-1. Vous vous rappelez que N-1, les comptes sont toujours avec le comparatif N-1, et donc pour qu'on puisse comprendre quelque chose, on retraite aussi la colonne 2024. Voilà ce qu'on peut dire sur ce changement de réglementation comptable. Donc, je rappelle, il restreint beaucoup les définitions de résultats exceptionnels et fait rentrer beaucoup de choses dans le résultat courant. Il supprime la question du transfert de charges. Et puis, il donne des obligations d'information à l'employeur qu'il ne faut pas oublier pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, on a pris 4 exemples parce que vous allez voir que les effets de ces modifications comptables ne sont pas toujours les mêmes. Il faut vraiment rentrer un petit peu dans le détail pour comprendre comment ça se passe. Le premier exemple, c'est donc tout simplement, l'entreprise cède un actif qu'on appelle corporel ou incorporel. Corporel, ça va être tout ce qui est inventoriable, hein, immeuble, mobilier. Incorporel, ça va être des marques, etc. Bon. On l'a dit, les cessions d'immobilisation, c'est-à-dire les cessions de ces actifs-là, ne sont plus en résultat exceptionnel, hein, c'est en résultat courant. Donc, ça fait désormais partie de la valeur ajoutée. Le cas le plus fréquent que l'entreprise vend un actif, c'est quand même qu'elle réalise une plus-value. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même assez fréquent de réaliser une plus-value, c'est-à-dire d'avoir un produit net de cession. Et donc, dans ce cas-là, le fait que ça soit enregistré en résultat courant, bien évidemment, augmente le résultat courant, augmente la valeur ajoutée de la participation. Et comme on l'a vu, puisqu'elle est au dénominateur de la formule, à chaque fois que vous augmentez un dénominateur, ça baisse la participation. Donc là, vous avez un exemple très concret qui montre qu'une cession d'actifs dont vous n'aviez pas entendu parler les années précédentes dans le calcul de la participation, eh bien là, ça rentre très directement. Donc évidemment, si l'impact est significatif, ça pose un peu de question de savoir s'il est bien normal qu'un changement de réglementation comptable baisse le pouvoir d'achat des salariés à travers la participation. On a pris comme deuxième exemple une cession d'actifs financiers. Ce n'est plus corporel, incorporel, c'est financier. C'est-à-dire, je vends une filiale pour faire ça. Bon. Classiquement, je calcule, j'ai un prix de cession et puis j'avais une valeur au bilan. Donc, je sors du bilan ce qu'on appelle la valeur comptable des titres, hein, enfin, simplement la valeur que j'avais dans les comptes. Hein, et puis, je mets en face le prix de cession. Ça fait désormais partie du résultat courant, puisqu'on l'a dit, il n'y a plus là-dessus de résultat exceptionnel. Mais rappelez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un article du Code du travail qui dit aussi comment on doit calculer la valeur ajoutée de la participation. Et souvenez-vous, on ne retraite pas les produits financiers, il y a juste les charges financières. Ce qui veut dire qu'ici, on va effectivement, dans le calcul de l'AVA, neutraliser le coût de sortie des titres, mais pas le produit de cession. Et donc, comme on garde le produit de cession par hypothèse positive, parce que quand on cède une filiale, généralement, c'est pour faire une plus-value, hein, il y a un profit. Donc, ce qu'on vous met là, c'est que l'impact, c'est que, écoutez, on va enregistrer le produit de cession en résultat courant. Le Code du travail ne neutralise pas ce produit, donc on augmente le résultat courant, la valeur ajoutée, et on baisse la participation. Donc, c'est un deuxième exemple qui montre que là-dessus, dans des cessions d'actifs, dès qu'il y a plus-value, la participation va mécaniquement baisser par biais de la formule légale. Nous avons pris un troisième exemple qui est assez classique dans les groupes, qui est la mise à disposition de personnel, c'est-à-dire la holding ou la maison mère met des salariés à disposition et refacture.
Alors, auparavant, elle passait fréquemment pour la refacturation par ce fameux compte qu'on appelle transfert de charge, qui donc a disparu de la circulation. Et maintenant, on passe par un compte, peu importe la numérotation, qui s'appelle mise à disposition de personnel. D'accord. Ça rentre dans le chiffre d'affaires. Et, ce classement n'a pas d'impact, ce reclassement, pardon, n'a pas d'impact sur le calcul de la participation parce que tout déjà, le compte transfert de charge rentrait dans ce résultat courant, donc le fait de son annulation ne change rien puisque tout rentrait et rentre encore dans le résultat courant. Donc ça n'a pas d'impact sur le résultat courant, ça n'a pas d'impact dans la valeur ajoutée. Mais il y a des cas où la suppression du transfert du charge a un impact sur la valeur ajoutée. C'est l'exemple que je vous montre là. Donc vous avez donc deux exemples. Celui qu'on vient de voir, il n'y a pas d'impact sur la valeur ajoutée, sur la mise à disposition de personnel. Mais par contre, quand on reçoit, par exemple, une allocation d'activité partielle, on va voir qu'il y a un impact. L'allocation d'activité partielle, je vous rappelle, il y en a eu beaucoup après le Covid, puisque ce qu'on appelle le chômage partiel, l'État pour aider le maintien de l'emploi, avait accordé des allocations aux entreprises. Donc, ces allocations qui auparavant passaient par ce fameux compte transfert de charges ne peuvent plus passer par là. Et donc, maintenant, la réglementation nous dit, écoutez, ces allocations, elles viennent compenser un coût salarial, donc ça va venir directement diminuer les charges de personnel. Quel est l'impact sur la valeur ajoutée? C'est ce qu'on vous met en dessous. Dans un premier temps, le résultat courant va être amélioré par la réception de cette subvention. Mais le Code du travail qui nous disait vous rajoutez des charges de personnel qui avaient été précédemment neutralisées, les charges de personnel sont un montant inférieur puisqu'on les a diminuées, ce qui fait qu'à la fin, c'est neutre sur le calcul de la valeur ajoutée. Alors qu'en 2024, par exemple, il y avait un transfert de charge, ça a augmenté le résultat courant, il n'y avait pas de retraitement derrière prévu par le Code du travail, et donc ça majorait la valeur ajoutée, et donc ça diminuait la participation. Donc pardon oui. Serge, mais pour cibler les sociétés concernées, là, en fait, il s'agit d'un impact sur les comptes de la société qui, elle, facture du personnel, pas sur celle qui est facturée. Donc, par exemple, si vous êtes filiale d'un groupe et que la holding ou le groupe vous refacture des fees, des dirigeants, des RH, etc., qui sont intervenus dans votre société, eh bien, là, ça ne joue pas par rapport à d'habitude. Ceux qui jouent, c'est les comptes les comptes qui sont impactés, c'est les comptes de la personne qui refacture. Donc, l'entité française qui va refacturer du personnel à une filiale ou à une société sœur ou que sais-je. Et donc vous voyez qu'à travers ces exemples, les impacts sont très variables en fait. Sur l'exemple des transferts de charges, écoutez, selon la nature de l'opération, ça peut avoir ou pas un impact sur le calcul de la valeur ajoutée retenue par la participation. Donc, si vous voulez, ça montre bien qu'il faut faire une revue des comptes 25 si on veut bien faire les choses pour identifier si oui ou non la participation a été impactée et notamment négativement par cette nouvelle réglementation comptable. Dernier exemple, on a pris l'exemple des subventions dites d'investissement, c'est-à-dire qui viennent financer des investissements. Elles ne sont plus en résultat exceptionnel, elles sont en résultat courant. Donc, ces subventions qui ont évidemment un bienfait pour l'entreprise, mais en fait, elles viennent impacter négativement la participation, elles augmentent le résultat courant, elles augmentent la valeur ajoutée de dénominateur de la formule, boum, ça va baisser mécaniquement la participation. Donc, vous voyez que les effets sont vraiment variés de cette nouvelle réglementation comptable. Alors, les outils, dernier point qu'on souhaite vous présenter, c'est les outils à disposition du CSE dans un tel contexte. Le premier point, c'est donc on revient sur le rapport de la participation. Je vous propose de lire ensemble l'article D du décret 3323-13 du Code du travail. On l'a mis entre guillemets, c'est le texte littéral.
l'employeur présente dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, dans les 6 mois. Donc, si vous clôturez au 31 décembre, ce qui est la majorité des entreprises françaises, c'est avant le 30 juin. Mais dans les 6 mois, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement le 30 juin. C'est au plus tard le 30 juin. On est le 5 mai. Considérez que les comptes 25 sont quasiment arrêtés pour des raisons fiscales, parce qu'il faut remettre maintenant les liasses fiscales, etc., à l'administration. Donc, à mon avis, les comptes sont figés, ou vraiment en voie de l'être là, dans les derniers jours. Et donc, l'employeur présente au CSE ou à la commission, s'il y a une commission spécialisée plutôt dans les grands CSE, le rapport sur la participation. Ce rapport comporte notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation. On a vu la formule, donc il doit y avoir les éléments servant de base au calcul, des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes, qu'est-ce qui est placé, quelle est la forme de placement, etc. etc. Ce rapport vous est envoyé avant la réunion 3 jours avant. Il est présenté par l'employeur et si vous posez des questions, vous avez droit à des explications. On a mis à droite, attention, même s'il n'y a pas de participation, vous devez avoir le rapport. Le texte ne prévoit pas que c'est uniquement en cas de participation positive. Et puis, c'est une réunion distincte ou clairement mise à part dans l'ordre du jour d'une réunion ordinaire, entre guillemets, du CSE. Ça veut dire que le législateur accorde de l'importance à l'information du CSE, comme d'ailleurs quasiment tout le temps, l'information du CSE, quelque chose de très très important dans l'esprit du législateur. Alors, Serge, oui. pardon, on a une personne qui demande, je ne sais plus quel est son prénom, Laura, si tu peux me renseigner, qui demande quid des entreprises qui ont clôturé leur compte avant le 31/12/2025, en 2025, par exemple, au 30 juin, au 30 septembre. Cette nouvelle réglementation était-elle déjà applicable? Et ont-ils vu déjà l'impact? Alors, donc, eux, ils ont vu normalement le rapport sur la participation déjà. Normalement, doit déjà leur avoir été donné. C'est Sébastien qui a posé la question. Oui. Ce sont les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025 de mémoire. Donc, ça dépend si c'est un exercice, c'est ça, c'est exercice ouvert depuis le 1er janvier 2025. Ouais. Donc, votre exercice c'est clôturé en 2025, mais peut-être que c'était ouvert un exercice de 9 mois. On n'est pas obligé de faire 12 mois. Il y a des cas où on ne fait pas 12 mois. Par contre, c'est exercice ouvert à partir du 1er janvier 2025. Donc, a priori, si vous êtes dans un cas courant, exercice de 12 mois, en situation normale, eh bien non, ça ne commencera qu'au prochain exercice. Alors, sur le rapport, j'attire l'attention sur une chose qui est l'expérience. Vous voyez qu'ici, le code dit bien les éléments, le rapport comporte les éléments servant de base de calcul au montant de la RSP, de la réserve spéciale de participation. Alors, ce qui peut arriver, c'est que l'employeur fasse le minimum syndical, je dirais, en disant, écoutez, voilà, je mets le montant du bénéfice, je mets le montant, bref, il nous donne les montants, et puis après, il fait le calcul. Bon, évidemment, c'est pas ça l'information qui doit être donnée au CSE, il faut qu'il y ait plus d'éléments, il faut au moins des calculs détaillés, que vous puissiez poser des questions, c'est ça l'esprit, le dialogue social, pas un truc très très raccourci, on a juste 2 ou 3 chiffres, on fait la multiplication, la division et c'est terminé. Donc voilà, c'est souvent un problème. Je te coupe encore, excuse-moi Serge, mais on a eu une question également sur où est-ce qu'on trouve ces informations. Donc là, je vous rappelle que la réserve spéciale de participation, c'est R, c'est notre formule de tout à l'heure. R égale bénéfice fiscal moins 5%, un demi de bénéfice fiscal moins 5% des capitaux propres, multiplié par salaire sur valeur ajoutée, cette fameuse réserve spéciale de participation. Donc tout ce qui a un impact sur la valeur ajoutée, normalement, doit vous être expliqué, puisque c'est bien là qu'on a un impact de la nouvelle réglementation, doit vous être expliqué dans le rapport sur la participation. Après, s'il n'y a pas suffisamment de détails, eh bien, normalement, certaines informations détaillées ne peuvent pas être obtenues seules par le CSE. Donc, dans ces cas-là, il faut demander à un expert qui vous aide pour aller au fond du calcul et au fond de l'impact. J'ai remis la formule de calcul à l'écran. Les chiffres viennent à la fois de la comptabilité, de l'alias fiscal, puisque vous voyez que c'est bénéfice net fiscal,
du social, ce qu'on appelle les déclarations sociales nominatives, qui sont les déclarations de charges sociales mensuelles. Et également, il y a des suivis extra-liasses fiscales sur ce qu'on appelle les provisions non déductibles. Donc, vous voyez que c'est complexe. Ça vient, il y a plusieurs vecteurs, on va dire, d'information. Je vous ai passé rapidement, j'y reviens pas, mais en plus, il faut retraiter certaines données. Hein, c'est ce qu'on a vu dans le bénéfice net fiscal. À chaque fois, il faut retraiter des données. Donc, effectivement, la question de la profondeur du rapport, hein, qu'est-ce que doit donner le rapport l'employeur comme information? Je dirais le plus possible, mais normalement, il doit donner le calcul détaillé tenant compte des retraitements que je vous ai donné, que je vous ai indiqué en début de ce webinaire, qui me semble quand même être le minimum pour comprendre quelque chose et pouvoir recouper au moins avec les comptes annuels qu'on vous donne obligatoirement lors de la consultation ECOFIN. Si ce n'est pas suffisant, s'il n'y a pas de rapport, on rappelle quand même à l'employeur que c'est sympathique de respecter la loi, mais en dehors de ça, si le rapport est maigrelet, vous vous rappelez que vous pouvez faire appel à un expert comptable, hein, c'est prévu par le Code du travail, qui va de manière générale contrôler le calcul, qui va vérifier la correcte application de l'accord, etc. Et en 2025, il va, parce que ce changement de réglementation comptable a forcément un impact, regarder un petit peu, identifier les impacts sur le calcul 2025 de la participation. C'est une mission qui est maintenant, depuis quelques années, financée à 100% par l'employeur, hein. Et donc, voilà, donc on fait le lien avec les résultats de l'entreprise. Enfin, on décortique, très honnêtement, on décortique le calcul. Voilà, ça peut être inclus, hein, dans la consultation économique, enfin dans l'expertise en tout cas économique et financière, hein. Donc, on fait des expertises économiques, financières, même politiques sociales d'ailleurs, hein. On en profite pour regarder le calcul de la participation. C'est-à-dire que là, notamment en consultation ECOFIN, on a accès absolument à toute la compta. Parce que, évidemment, l'employeur, quand on va regarder le détail du calcul sur la participation, il ne va pas sauter de joie. Donc, si vraiment on veut aller au fond des choses et aller notamment sur le bénéfice net fiscal, qui lui-même repose sur le bénéfice net comptable et donc sur les comptes, l'instrument le plus puissant, ça reste quand même la consultation économique et financière, puisque là, l'employeur est obligé de répondre à toutes les questions. Mais vous voyez que ça peut être graduel. Vous avez la chance d'avoir un bon rapport sur la participation, c'est très bien. Vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez faire une expertise assez limitée sur le sujet de la participation. Vous voulez avoir la photo grand angle, vous allez sur l'expertise consultation économique et financière. Donc, il y a plusieurs outils disponibles pour obtenir une information et comprendre ce qui se passe, hein. Ça me semble vraiment important de bien saisir tout ça. Dernier sujet que l'on souhaite évoquer, c'est, admettons, le CSE a maintenant l'information et se rend compte que il est impacté, la participation 2025 est impactée négativement par ces changements de réglementation comptable. Je pense qu'il est bienvenu, d'abord, d'en prendre conscience, de cerner les impacts chiffrés, et puis de faire remarquer à l'employeur que c'est quand même bien embêtant que pour des questions de comptabilité pure et dure, on abaisse le pouvoir d'achat 2026 des salariés, qui déjà va être impacté certainement par la hausse du prix du pétrole, l'inflation, etc. Donc, qu'est-ce que le CSE, dans le cadre du dialogue social, pourrait proposer à l'employeur comme formule de compensation, comme moyen de compensation? Alors, nous, on a mis le focus sur deux moyens, il y en a d'autres, mais qui sont les plus simples à utiliser, hein, pour l'employeur, pour des questions de temps, hein, qu'on puisse mettre rapidement un mécanisme correcteur en vigueur. Le premier point, le premier mécanisme, c'est le supplément de participation. Alors, je vous rappelle que dès qu'il y a une participation, même 1 euro de participation, on peut faire ce qu'on appelle un supplément de participation. C'est assez méconnu, mais c'est assez sympathique, notamment dans une conjoncture où les augmentations générales de salaire
sont faibles, hein. Et donc, le fait de pouvoir aussi réguler les salaires et le pouvoir d'achat par le supplément de participation est quand même à avoir à l'esprit. Et donc, le supplément de participation, on peut tout à fait faire, à partir du moment où l'employeur est d'accord, hein, évidemment, mais si la négociation, on va dire, avec le CSE porte ses fruits, il agit par décision unilatérale, hein, donc c'est très rapide, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de... Non, c'est beaucoup plus rapide que ça. On se met d'accord sur un montant, il n'est pas obligé de justifier quoi que ce soit, le montant est fixé librement, il n'y a pas besoin d'accord collectif, et donc c'est réparti aux bénéficiaires comme la répartition prévue dans l'accord initial, hein. C'est-à-dire, généralement, c'est un panaché de temps de travail et de rémunération. Donc, c'est un outil, si vous voulez, à partir du moment où l'employeur est prêt à compenser une baisse de la participation, qui est très simple et très rapide à mettre en place, hein. C'est fait en un mois, c'est fait, hein. Et c'est ponctuel. C'est important, c'est pas parce que l'employeur fait un supplément de participation cette année qu'il est obligé d'en faire un l'an prochain. Ça me semble important parce que les employeurs, globalement, quand ils accordent un plus ou une compensation, n'aiment pas être engagés sur plusieurs années. Ça leur pose des problèmes qu'on peut comprendre. Le deuxième moyen qui est facile à utiliser, qui est disponible, c'est quelque chose qui a bien marché après le Covid, qu'on voit moins maintenant, qui est la prime de partage de la valeur, l'ancienne PEPA, hein, qui est donc un versement également qui peut être mis en place par décision unilatérale. On peut le mettre en place par accord d'entreprise, mais l'employeur peut le mettre en place par décision unilatérale après consultation du CSE, hein. Donc, vous voyez que ça peut être très rapide. C'est un montant maximum de 3 000 € par an et par bénéficiaire. Si on veut bénéficier de l'exonération de cotisation, ça peut monter dans certains cas à 6 000 €. Donc, restons sur le montant de 3 000 €. Vous voyez qu'avec 3 000 €, on compense, à mon avis, sans problème, enfin, sauf pour les entreprises qui ont énormément de participation, mais dans le cas normal, ça permet tout à fait de compenser une baisse de la participation que je qualifierais de technique en 2025. Hein, technique parce que une réglementation comptable, ce n'est pas un fait économique, hein, c'est vraiment purement technique. Et on se rappelle que la PPV, on peut la moduler un peu comme on veut en fonction de la rémunération, de la classification, etc. Donc, c'est également un outil souple. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été mis en place par le gouvernement il y a quelques années. C'est un outil qui était très souple et d'application immédiate. Donc, le supplément de participation et la PPV sont des outils disponibles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Donc, retenez premier point qu'il y a donc un changement de réglementation comptable en 2025, que ce changement a nécessairement des impacts positifs ou négatifs, mais a nécessairement des impacts sur votre participation, que nous pensons qu'il est important que les élus du CSE identifient ces impacts, qui, selon les entreprises, seront significatifs ou pas. Et dans le cas où ces impacts sont significatifs, il nous semble important que le CSE le dise à l'employeur, hein, montre qu'il est là, qu'il a bien vu ce qui se passait et entame évidemment la discussion sur les possibilités de compenser cette baisse qui est due à des facteurs techniques. Je rappelle que le titre exact de la participation, c'est la participation des salariés aux fruits de l'expansion. S'il y a eu de l'expansion et du bénéfice en 2025, est-ce qu'il est bien justifié que ça soit diminué par une modification purement comptable? La question nous semble se poser. Voilà ce qu'on souhaitait vous dire aujourd'hui sur les questions-réponses, Anne-Catherine. Très bien, mais je pense que en réalité, on a répondu aux questions-réponses en direct. On se demandait éventuellement si on n'avait pas eu les rapports sur les années passées. Je viens de répondre, mais j'étais pas tout à fait sûre de moi si on pouvait les demander. Moi, je pense qu'on peut au moins les 3 ans en arrière, parce que ça peut être intéressant. Mais bon, à vérifier hein, sur le rapport sur la participation. En tout cas, toujours est-il que si ça n'a pas été fait, eh bien, vous avez un argument de délit d'entrave qui pourrait vous servir pour prendre une position de force sur certains autres sujets.
Donc ça, c'est quand même important. Je demande à Laura si elle a en tête, si elle a, pu épingler des questions qui n'avaient pas donné lieu à réponse. Et sinon, pour tous ceux qui sont là, je vous remercie. Ouais, oui, on avait effectivement là une question sur les transferts en dollars, hein, sur tout ce qui était refacturation. Refacturation intra-groupe en dollars. Voilà. OK. Donc, bah, écoutez, on a vu que bah, les charges financières et les produits financiers, quand c'est la France qui supporte le change, eh bien, en réalité, ils vont être retraités en tant que charge, mais pas en tant que produit. Donc, il faudra voir ça effectivement dans la technique. Tout ce qui concerne les 76 et 66 que vous avez vu dans les diapos, c'est quand vous avez l'entreprise française qui supporte le change puisque les transactions sont faites en dollars. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre participation. J'espère que tout ça vous a servi ou en tout cas vous a allumé un petit clignotant. Oui, bien sûr, Philippe nous demande si vous allez pouvoir avoir les slides. Alors, deuxième chose, nous avons mis dans le lien, et puis vous avez le QR code qui s'affiche. Il ne partage plus, Serge. Vous avez normalement un QR code qui est censé s'afficher. Donc, sinon, vous avez dans la conversation, Laura a affiché, voilà, le petit lien vers notre questionnaire, juste pour vous demander votre avis. Et donc, pour vous demander votre avis pour la formation. Et donc, vous avez à la fin une petite question, savoir si vous voulez qu'on vous envoie effectivement ce diaporama en PDF. Donc n'hésitez pas à nous répondre. Vous aurez également accès au replay. Là, c'est sûr. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? OK. Donc, on a comme question. Oui, bien sûr. Non, effectivement, sur ce qui est de la, on a une question un petit peu qui ouvre le sujet. Quand il y a un redressement, je vous disais, enfin, on vous a dit tout à l'heure dans les diapos que lorsqu'il y a un redressement fiscal, ça reprend le bénéfice fiscal et donc ça fait une reprise de participation. Quand il y a un redressement URSSAF, oui, vous allez forcément, alors oui et non, vous allez avoir un impact parce que lorsque dans la formule, vous avez multiplié par salaire, multiplié par valeur ajoutée, vous allez avoir effectivement un impact sur ce qui est les salaires. En revanche, la valeur ajoutée ne change pas. Donc oui, vous allez avoir un impact sur la participation. Je vous rappelle que, alors, a-t-on un ordre d'idée d'impact de ces nouvelles mesures? Ah, bah, pas du tout. Je réponds à la place de Serge. Donc, ça sera très variable selon les entreprises. Il faut vraiment voir les données entreprise par entreprise. On ne peut pas faire une conclusion générale. Non, impossible, impossible. Voilà, est-ce que vous avez pu ouvrir notre petit, je l'espère. Si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc, contact@écoledcse.com. Ça, c'est l'adresse qui est forcément lue. Vous avez également notre formulaire de contact sur le site écoledcse.com, hein, c'est tout facile. Et puis sinon, vous avez notre téléphone. Vous verrez qui s'affichera à la fin du PowerPoint, le 06 83 59 42 10. Et voilà, Serge qui a donc pu nous partager cette dernière petite diapo. Vous avez toutes les coordonnées de contact. Vous avez également le QR code pour accéder
au questionnaire, hein, si vous avez votre téléphone à portée de main. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère vous retrouver rapidement pour d'autres aventures et d'autres sujets qui sont peut-être un peu moins techniques, mais aussi utiles. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour des questions là, et on sait tout faire. Prenez votre couteau suisse, ne l'oubliez pas. Et donc, je vous dis à très, très. Au revoir. Au revoir.